Swear. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Nicolas Hoth, la légende Smart Fight. Personify, donc c'est la deuxième fois qu'on fait ce podcast-là. Donc voilà, s'il n'est pas très, on va dire, convaincant, c'est parce qu'il a déjà tout dit. J'ai déjà tout dit. Voilà. Donc alors, Smart Fight, donc c'est préparateur physique, Uh-huh. MMA Factory, MMA Factory, le crêpe et aussi nutritionniste. et nutritionniste. Et aujourd'hui, toi, on a l'impression que tu es surtout connu pour être monsieur 100% de tout ce qui est weight cutting, mais le gros de ton activité, c'est quoi? Le gros de mon activité, je sais pas s'il y a un gros. Le gros de mon activité, c'est la performance sportive. Donc, que ce soit. L'idée, c'est que tu peux dire la nutrition, la préparation physique, l'entraînement, c'est trois choses différentes. Pour moi, c'est une seule chose. D'accord. Et donc, comme tout va dans le même sens, la performance, ça, c'est le gros de mon activité. Et après, bien sûr, plutôt dans les sports de combat, mais au Crêpes Île-de-France, je fais aussi de la préparation physique pour des volleyeurs, pour du hockey sur gazon, etc., etc. Et donc, monsieur est un crack. Un véritable crack. Non, mais c'est vrai, tout le monde le dit. Ok. Tout le monde le dit que t'es un crack. Avant, justement, t'as très rapidement fait, on va dire, cette transition d'athlète à, on va dire, préparateur physique. À quel moment? Parce que, donc, Nicolas Hoth a été champion du monde, médaillé. Lors des championnats du monde de MMA amateur en 2015. Et t'as fait ensuite une carrière professionnelle qui a été assez brève quand même. À partir de quel moment tu t'es dit, peut-être que je pourrais exceller dans un autre domaine, parce que t'as fait ça très vite en fait. Non, en fait, moi j'ai passé un master en sciences et techniques des activités physiques et sportives. Donc ça faisait déjà des années en fait que j'étais dans le sport et dans entre guillemets l'enseignement du sport. Donc j'étais déjà passionné de préparation physique, de nutrition, d'entraînement, de techniques d'entraînement, de pédagogie, etc. Et donc même au moment des championnats du monde, j'enseignais déjà. J'étais déjà préparateur physique depuis plusieurs années. Je faisais déjà du coaching perso. Donc, si tu veux, la transition d'un point de vue extérieur, tu peux avoir l'impression que la transition était rapide. Mais en fait, 2015, ça fait déjà 4 ans que je suis diplômé. Ça fait déjà 4 ans que j'exerce. Donc, en réalité, la transition, non, elle a toujours été là. Ça a toujours été les deux, quoi. Je vais pas continuer à combattre parce que en plus t'as un bon bilan. Il y a eu cette médaille aussi. Enfin, on va dire que c'est quelque chose, c'est encourageant. C'est pas comme si, je sais pas, moi, t'étais à que des défaites, t'avais fait les championnats du monde, ça serait mal passé. Non, ça s'est bien passé. C'était une super expérience. Ensuite, il y a eu ce côté pro qui était aussi une super expérience parce que j'ai eu la chance du coup d'être dans les grosses organes tout de suite. Mais en fait, il y a comme eu une question de ok, globalement, où est-ce que tu penses que tu peux être le meilleur et quel niveau tu peux atteindre? Et c'est ça. Ouais, exactement. Ça. Et vraiment, l'idée, c'était, je pense que j'étais un bon combattant européen. Je pense que au Cage Warrior, au Bama, j'aurais pu faire une carrière sympa. Je pense que j'étais pas le top du top français ou le top du top européen. Et je me suis dit, finalement, je pense que par contre, du côté de la préparation physique, du côté de l'entraînement, je pense que je peux apporter des choses qui sont particulières. Notamment, mon expérience, parce que j'ai terminé mes études aux US, et du coup, je me suis beaucoup intéressé à ça, et je pense que c'est un domaine sur lequel on a encore beaucoup de choses à rattraper. Est-ce que toi, aujourd'hui, comme tu évolues aussi à MMA Factory, tu côtoies des top mondiaux, top monde, mais aussi des combattants qui sont plus, on va dire, qui brillent dans des ligues régionales. Est-ce que tu comprends ceux qui, au moment où toi t'étais dans ta carrière, continuent d'évoluer à ce niveau-là? Parce que c'est vrai que pour toi, ça peut être aussi te dire, à un moment donné, il faut faire un choix aussi entre la vie professionnelle et s'investir énormément dans le sport aussi. Oui, je pense que tout est une question d'objectif. D'accord. C'est pas, je suis là pour juger personne, quoi. C'est vraiment une question d'objectif. Il faut savoir quel est son objectif, comment on veut l'atteindre. Son objectif, là on parle de sport, mais son objectif de vie, en fait. Et ensuite, se donner tous les moyens pour aller dans la direction de son objectif.
moi, l'objectif d'être un combattant professionnel de haut niveau, etc., c'était même pas un objectif à la base. Ok. C'est-à-dire qu'à la base, moi, j'aimais m'entraîner. Et puis, je m'entraînais, puis ça se passait bien les entraînements, puis on m'a dit tiens, il y a une compète, machin. Et puis j'ai fait la compète, puis ça se passait bien, puis on a eu d'une autre compète, puis j'ai pris goût entre guillemets aux compétitions. Et voilà, et de fil en aiguille, j'en suis venu à faire du MMA, et puis à faire du MMA amateur, puis professionnel, etc. Mais je suis pas rentré dans le MMA en me disant je veux être combattant professionnel de MMA. C'est de fil en aiguille, d'entraînement en entraînement que je suis arrivé à ça. Et là, construire un empire finalement. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant avec le Factory, c'est quand on parle un peu partout dans le monde, ils sont très reconnus pour justement les phénomènes chez les lourds. Est-ce que toi, qui as pu voir ça au plus près finalement, il y a aussi bien évidemment des phénomènes physiques comme Samir Faidin qui est chez les flyweight, mais c'est vrai qu'il y a aussi un énorme travail de ce côté-là. Est-ce que le côté, on va dire, héritage génétique ou même qualité, on va dire, naturelle, t'arrives aussi à optimiser ça au maximum? Est-ce qu'au Factory, il y a vraiment des belles réussites où il y a quelqu'un qui est arrivé, tu disais peut-être pas, et t'as pu travailler avec lui et dire là maintenant on est arrivé vraiment à un point où c'est énormément solide? Je pense qu'on a deux types de profils. Je pense qu'on a le profil celui, comme tu dis, qui arrive à la salle et puis tu dis pas il va pas y arriver. Tu dis les bons. Comme on a plein d'amateurs qui sont bons. Et puis après, au bout de plusieurs années de travail, etc., il atteint le niveau qu'il doit atteindre et puis il arrive à ce dont on parle, les ceintures européennes, le BAMA, le Cage Warrior, etc. Et puis après, t'as des phénomènes. T'as des mecs qui arrivent qui sont déjà très très bons, avec peu de pratique, dans des divisions comme les lourds où il n'y a pas autant de monde que dans des plus petites divisions. Et puis si on parle de Cyril, qui a une capacité d'apprentissage qui est incroyable. Cyril, il est arrivé, on connaissait pas vraiment son palmarès en boxe style, lui il en parlait pas forcément, et puis il venait au cours et puis il s'amusait, il ramenait cet esprit, cette nonchalance du basket où on vient et on s'amuse et on rigole et on apprend en même temps. Et puis au bout de quelques mois, tu dis mais attends, mais la lutte, non, ça je l'ai vu hier au cours, ça je l'ai. Et le mec, il a une vitesse d'apprentissage qui est incroyable. C'est fou, c'est incroyable. Pour Francis, on est sur autre chose. Pour Francis, on a des qualités physiques, un niveau de force qui est spectaculaire. Et puis, on a quelqu'un qui avait un objectif, on parle encore d'objectif, qui était déterminé. Francis, il voulait devenir champion du monde poids lourd de boxe anglaise. Donc la boxe, voilà. Et moi, je me rappelle d'avoir vu X fois Francis en haut dans la salle tout seul et poum, on a une cage en haut. Et donc il tapait dans la cage, il faisait le coin, boum, l'autre coin, boum, l'autre coin. Donc c'était son truc, la boxe, devenir fort en boxe, c'était son truc. Et puis après, il était au bon endroit, au bon moment, avec le bon environnement, c'est-à-dire Fernand l'a pris en main comme il fallait le prendre en main, l'a manager comme il fallait le manager, parce qu'on a eu des gros talents en France qui n'ont pas forcément été managés comme il fallait. Mais non, on a des mecs super doués en France, au Factory et puis dans d'autres situations. Et toi, quand tu travailles avec des personnes, quel est le plus simple, on va dire, à gérer? Ceux qui ont justement naturellement, on va dire, des attributs qui sont très bons ou au-dessus de la moyenne, ou ceux qui, au contraire, comme Cyril par exemple, vont être plus talentueux mais moins sur le physique, par exemple? C'est dur à dire. Pour nous, ce qu'on aime en tant qu'entraîneur, en tant que préparateur physique. Oui, parce que tu es aussi entraîneur de MMA. En tant qu'entraîneur préparateur physique, le top, c'est un mec comme Taylor, par exemple. Taylor, c'est comme ça. Nico, on commence un camp d'entraînement. Bon, Nico, on se voit combien de jours par semaine? Ma prépa physique, c'est quand? Je vais faire quoi en prépa physique? Quel va être mon game plan? Je dois manger quoi? Et une fois que je lui ai dit, tu dois manger quoi? Il m'appelle, il est au resto. Nico, il y a là, je sais pas, tu m'avais recommandé de prendre du saumon. Il n'y a pas de saumon, par contre, il y a du cabillaud. Cabillaud, c'est bon, j'en prends combien? Et c'est comme ça. Ça, quand tu travailles avec un athlète comme Taylor, qui est non seulement très fort
et qui est en plus très à l'écoute de son coin et des recommandations, etc. Pour nous, en tout cas, pour notre façon de manager l'entraînement au MMA Factory, c'est très très bien. C'est-à-dire que la particularité de notre écurie, c'est la prise en main globale de la performance. L'entraînement, la préparation physique, la prophylaxie, la nutrition, etc. Et à partir du moment où on a des éléments qui se complaisent là-dedans, c'est-à-dire qui aiment être pris en main de A à Z, avec un game plan structuré, un projet de carrière, etc., ben on a des athlètes sur lesquels ça se passe très très bien. Et l'avantage que tu as en plus, enfin après, ça aussi, c'est t'apportes quelque chose, on va dire pas de nouveau dans les MMA, mais le fait quelque chose qui soit vraiment complet, parce que t'es en une seule personne, t'as énormément de, enfin t'as plusieurs jobs en main. Et pour toi, est-ce que ça c'est quelque chose où on va avoir de plus en plus ça, quelqu'un qui comme toi est coach, parce que par exemple quand Taylor a fait son combat à Arès, c'était toi aussi son entraîneur, t'étais dans son coin, mais tu t'es aussi occupé de sa nutrition et il y a eu aussi la préparation physique, donc ça fait énormément de choses en une seule personne. Est-ce que pour toi, c'est pas, on va dire, l'avenir en global, mais le fait qu'il y ait quelqu'un comme toi qui sache parfaitement tout optimiser, il faut. Je pense qu'au niveau de performance où on est aujourd'hui, l'entraîneur, il doit être entraîneur dans le sens global de l'entraînement. Il doit avoir, tout du moins, il doit avoir des notions de préparation physique, il doit avoir des notions de nutrition. Même s'il fait appel à quelqu'un d'autre, il doit comprendre les mécanismes de base sous-jacents à. Et moi, ce que je dis souvent, le discours que j'ai, nous, on est extrêmement basé sur la transmission du savoir au factory, que ce soit d'un point de vue vertical ou horizontal. Vertical, c'est-à-dire que ceux qui sont plus formés forment les autres, mais aussi horizontal, c'est-à-dire qu'à même niveau, quel est ton retour d'expérience sur ce type de cas? Et ce que j'aime dire, c'est que, ok, tu passes ton premier diplôme d'entraîneur, je sais pas, en 2015. En 2016, qu'est-ce qui t'empêche de repasser un petit diplôme? En 2016, tu te dis, je vais me former un peu sur la prophylaxie, la prévention des blessures. Ok. Et puis en 2017, je vais faire une petite formation sur la nutrition. Et en 2018, je vais faire une petite formation sur la préparation physique. Et si tu fais un petit peu chaque année, au bout de 10 ans que tu es entraîneur, tu as énormément avancé sur le sujet. Finalement, c'est pas... Comme ça, quand tu ajoutes les titres les uns après les autres, tu dis ça fait beaucoup. Mais en fait, si tu as fait un petit peu chaque année, c'est pas beaucoup. C'est juste tout le temps, tu continues à te former. Il n'y a pas un moment où tu dis mon diplôme il est là, j'arrête de me former. Mais là, c'était je suis entièrement d'accord avec toi là-dessus. Mais c'est plus, par exemple, quand tu regardes John Jones, Georges Saint-Pierre, quand ils viennent avec leur coup, tu as le nutritionniste, le préparateur physique, tout ça. Donc évidemment que tout le monde communique, mais toi, l'avantage, c'est que tu peux dire si, je sais pas moi, le samedi, il se comporte de telle manière, où il dit j'ai peut-être mal au bras, machin, ou on va faire pas grappling ou je sais pas trop quoi, tu te dis c'est parce que hier on a fait ça et je lui ai dit de manger ça ensuite, tu vois. Je comprends ce que tu dis. Il faut dissocier le rôle du head coach. Le head coach, c'est celui qui doit avoir ce savoir centralisé. Après, ce qui se passe, c'est que... Ouais, parce que là, pour Taylor, t'as tout pris en main. J'ai tout pris en main, mais si tu veux, la préparation physique, c'est pas moi qui l'ai faite. D'accord, ok. Donc, si tu veux, ce rôle de la nutrition, c'était moi directement, l'entraînement, c'était moi directement. Je pensais que t'avais fait aussi la prépa physique, c'est pour ça que je pense. Non, mais c'est vraiment... L'idée, de toute façon, c'est l'idée du head coach, c'est de connaître pour pouvoir chapeauter, pour pouvoir guider, pour pouvoir orienter. Pour qu'on n'ait pas un nutritionniste qui travaille contre le préparateur physique, qui travaille contre le kiné. Ça arrive. Ça arrive. Et ça, c'est ce qu'on veut pas. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de centraliser, on essaie de systématiser, on essaie de créer des process, même pour que les athlètes soient familiers avec les process. Quand tu arrives à 8 semaines, tu sais que tu commences ton camp d'entraînement, il commence par ce type de travail, ce type de méthode, ensuite on s'oriente vers ça. Et on ajuste au fur et à mesure du temps. Et toi, aujourd'hui, de tout ce que tu as vu, l'évolution aussi, qu'est-ce qui t'attire le plus? C'est continuer à toucher un peu à tout, ou au contraire, aller plus vers, je sais pas moi, coaching justement d'athlètes Je dirais qu'aujourd'hui, vraiment, ce que je me suis rendu compte, c'est que ce qui me passionne le plus, je sais pas, je m'en suis rendu compte, je le sais depuis longtemps, mais ce qui me passionne le plus, c'est la partie performance, mais dans le combat. D'accord. Okay. Je le sais depuis longtemps, mais c'est vraiment ce que j'aimerais pouvoir faire sur les années à venir, c'est dégager du temps de disponible pour travailler encore plus là-dessus. Et qu'est-ce qui fait que, tu dis c'est un problème, mais c'est quoi? C'est te dégager du temps, ou au contraire avoir les athlètes
en fonction? Non, j'ai des demandes. C'est pas, je manque pas de travail, je manque de temps parce que au Krebs, comme tu disais, je suis préparateur physique, mais je suis aussi enseignant. 2 jours par semaine, j'enseigne pour les BPGEPS. Donc ça fait beaucoup de tâches réunies et à un moment ou un autre il va falloir que je délaisse certaines tâches pour pouvoir passer plus de temps sur celles qui me passionnent le plus, quoi. Et là t'as pris Taylor en cours de route, on va dire, il est déjà c'est déjà un combattant accompli entre guillemets. Est-ce que pour toi tu préférerais pouvoir justement soit prendre, on va dire, des talents jeunes ou au contraire avoir quelqu'un qui est déjà calibré et apporter ta touche ensuite? Ou peu importe. Non, peu importe, les deux sont intéressants. Je sais que pour le plus bas âge, par exemple pour nous on a une grosse section kids. MMA Kids. MMA Kids. C'est un truc sur lequel moi je manque de patience. Ouais. C'est-à-dire que il faut être extrêmement patient. Je vois Samir, ce qu'il fait, c'est incroyable. Il chuchote aux gamins et les gars ils sont là et les enfants ils l'écoutent et c'est phénoménal. J'ai pas cette patience-là. En tout cas, j'ai pas cette patience-là avec des enfants j'ai besoin, en fait, pour travailler avec quelqu'un, j'ai besoin de sentir qu'il veut travailler avec moi. D'accord. À partir du moment où on rentre dans cette relation, quel que soit ton niveau, où t'es demandeur, t'as un projet, tu veux aller, même, je sais pas, tu veux gagner le championnat d'Essonne, de Pancrace, tu veux gagner le championnat d'Île-de-France de MMA, magnifique. On est ensemble. Il y a un projet, on met en place un échéancier, on y va, on fonce. Ça, j'adore. À partir du moment où on est dans un sport qui est un petit peu forcé, où tu viens, mais tu sais pas vraiment quel est ton projet, ça m'intéresse beaucoup moins. D'accord. Et justement, dans ce sens-là, quand toi, tu t'occupes justement de tout ce qui va être le processus de perte de poids sur la durée, est-ce que c'est pas de temps en temps un petit peu compliqué quand, évidemment, on sait que c'est dur pour les athlètes, ceux qui sont dans des ligues régionales, est-ce qu'ils arrivent à appliquer le même sérieux que quelqu'un où il y a beaucoup plus d'enjeux? Donc, quand je dis beaucoup plus d'enjeux, c'est soit une ceinture ou soit, on va dire, financier ou... C'est marrant que tu parles de ça. C'est un problème qu'on a eu récemment au Factory. C'est-à-dire que on a une grosse culture de la perte de poids. C'est-à-dire que ça fait longtemps qu'on s'est renseigné vraiment sur le cutting, les procédés de cutting, etc. Et un petit peu le revers de médaille de ça, c'est qu'on a des amateurs aujourd'hui qui ne veulent pas combattre parce qu'ils sont pas à leur poids. D'accord, ok. Mais un poids imaginaire, en fait, un poids qui n'existe pas. Donc c'est un truc sur lequel j'ai coupé court récemment. J'ai réuni les amateurs et je dis bon, vous prenez votre poids, vous enlevez 2-3 kilos, c'est votre poids de compétition. D'accord. Arrêtez d'imaginer que votre poids de compétition c'est un poids que vous avez vu parce que vous voulez ressembler à Damien Lapillus et non, c'est pas pareil. Damien, il a combattu il a pris la ceinture du BAMA à 66 kilos, il a combattu à 70, il a combattu au TKO, qui est une grosse organisation, à 77, et quand il a commencé en amateur, il a combattu à 84 kilos. Et il combattait en amateur à 84 kilos. Il est descendu jusqu'à 66 pour le plus haut niveau professionnel. Donc je leur dis, combattez au poids où vous êtes, à 2-3 kilos près. Et ensuite, quand vous allez commencer à faire des grosses échéances amateurs, on fera peut-être un régime, pas un cutting, mais un régime. Et au moment où vous passerez sur des grosses échéances professionnelles, on verra pour des pertes de poids. Mais le moment n'est pas à combien je pèse. Plutôt, le moment, c'est quelles sont mes qualités techniques et peut-être dans un deuxième temps, quelles sont mes qualités physiques. Et pour toi, est-ce que c'est compliqué ensuite de réussir à orienter justement des combattants pour leur dire t'es au niveau amateur, tu peux rester en 84. Là, par contre, maintenant, il va falloir descendre en welter. On n'a pas ce problème parce qu'on a cette culture. C'est-à-dire qu'ils savent que ils sont même trop demandeurs. C'est ce que je dis. On est obligé de les freiner plus que des problèmes pour le. Mais ça, c'est pareil. C'est une question de système. Je suis en train de mettre en place des logiciels qui vont permettre très facilement de toujours superviser, mais de loin, de voir, ok, est-ce qu'on est bon sur la nutrition, combien tu dois prendre, de manière beaucoup plus simple. Oui, parce qu'aujourd'hui, ça reste quand même, mine de rien, le weight cutting et le fait de pas combattre à son poids naturel de forme, le MMA, ça reste ça. Est-ce que toi, tu le déplores un peu ou au contraire, tant qu'il y aura des limites pour moi, tant qu'il y aura des limites de poids, il y aura ce problème. Enfin, ce problème, oui et non, mais c'est ça. On est dans un sport, il y a des règles. À partir du moment où il y a des règles dans un sport,
les athlètes vont faire tout leur possible pour avoir un avantage dans le contexte de ces règles. Exactement. Donc, si on regarde un peu l'histoire des pesées, on avait la boxe anglaise qui faisait des pesées le jour même. On avait beaucoup d'accidents vis-à-vis de ça parce que les combattants étaient déshydratés. Donc voilà, donc on les a mis la veille, mais donc il y avait d'autant plus de déshydratation. Les systèmes les plus performants, et c'est ce qui est bien, c'est ce qu'ils font en amateur aujourd'hui à l'IMAF. T'as une pesée tous les jours. C'est ça. Tu combats tous les jours, t'es pesé tous les jours. Il n'y a pas de tolérance sur le poids. Ouais. T'es obligé d'être au poids. Et pour toi, ça c'est la meilleure chose. Bah en tout cas pour les amateurs, on peut pas faire mieux que ça. Mais pour les pros, je veux dire. Parce que pour les professionnels, comme t'as la Fight Week, tu pourrais faire ça aussi. Ouais, c'est vrai. Avec le risque qu'on ait une déshydratation tous les jours. On a au One par exemple. Moi j'ai plusieurs combattants qui ont combattu au One. Au One, il y a 2 pesées avec un test d'hydratation. Ouais. Donc là, on se rapproche déjà. Le cutting, il est moins intense. 2 pesées avec test d'hydratation, faut être beaucoup plus vigilant. Et puis justement, ils ont remonté toutes les catégories. Ils ont remonté un peu les catégories. Le Bellator, une fois, j'avais accompagné Yuri au Bellator. Ils avaient dit, je sais pas si c'est mis en place, ils avaient dit que si le jour, donc ils repesaient les athlètes le jour du combat. Okay. Si la différence était trop importante, ils les obligeaient à monter de poids la fois d'après. Mais voilà. Bah, et comme même là, c'est Ray Borg qui a manqué plusieurs fois le poids et donc il est obligé à l'UFC d'aller en bantam. Ouais. Donc voilà, il y a des mesures comme ça qui peuvent être mises en place. Préserver l'intégrité physique des combattants, ça reste l'élément le plus important, oui, bien sûr. Et là, quand tu vois, par exemple, des phénomènes physiques comme Paulo Costa, qui a une différence de 13 kilos entre le jour de la pesée et quand il est en combat, et en plus gagne, par exemple, contre Yoel Romero, donc tu te dis, il y a eu un vrai combat, comment fait-il ? Parce que, sachant qu'aujourd'hui, en plus, l'UFC, il n'y a plus tout ce qui est intraveineuse et tout qu'il y avait avant, donc on se dit que c'est beaucoup plus compliqué pour lui. C'est interdit. L'intraveineuse est interdite. Ouais, est-ce qu'elle n'est pas utilisée? On ne sait pas. Elle est interdite. Mais après, à partir du moment où ils ont interdit ça, il y a eu, par exemple, c'est là que McGregor a fait sa montée, il y a beaucoup de combattants qui ont changé de catégorie. Et ce qui est intéressant sur l'intraveineuse, il y a plein de gens qui se sont posé la question, mais pourquoi ils interdisent l'intraveineuse? Et en fait, la problématique de l'intraveineuse, c'est pas tellement l'intraveineuse en soi, c'est la dilution du sang qui fait que si on fait un contrôle antidopage après, on n'est pas vraiment capable de savoir quel est le taux des hormones dans le sang, etc. Oui, parce que c'était au même moment que de l'instauration de l'USADA. C'est ça. Ouais. Donc ils ont interdit l'intraveineuse, plus pour des raisons de... Ça peut être quelque chose de masquant que c'est quelque chose de dopant. Ouais. Mais c'est toujours comme ça. Ouais, hein. Non, quand tu mets des mesures antidopage, si tu t'interdis toujours le produit dopant et le produit masquant. Ça va de pair. Mais pour revenir à ta question, Paulo Costa, je sais pas. 13 kilos, c'est beaucoup. Il revient à 13 kilos en plus, c'est ça le jour du combat par rapport à la pesée. En fait, à la pesée, il est à 84. Et forcément, middleweight. Et le jour du combat, il est à 97. Ok. Enfin, c'est beaucoup. Honnêtement, c'est beaucoup. Mais c'est pas non plus, c'est beaucoup. Mais au niveau européen, on voit régulièrement des combattants qui combattent à 70 kilos. Le jour du combat, ils sont à 80 kilos. Il y a 10 kilos d'écart. Et c'est 10 kilos d'écart à 70 kilos. Oui, c'est plus en pourcentage que 10 kilos d'écart à 84 kilos. Et pour toi, est-ce que c'est quelque chose, pas inquiétant, mais je pense qu'il y a quelque chose. Si j'étais avec lui ou dans son équipe, je dirais peut-être qu'il faudrait soit monter de catégorie ou au contraire. Ce qui est sûr, c'est que sur la longévité du combattant, c'est jamais idéal. Quand on voit des gens comme Tonton, qui a jamais fait de cutting et qui aujourd'hui est toujours dans une forme olympique. Complètement. Ouais. On voit qu'il y a un intérêt à ne pas faire de cutting aussi sur le long terme. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose ensuite en termes de remontée de poids, moi ce que je dis toujours c'est qu'il y a une remontée qui est optimale. C'est pas maximal, c'est optimal. C'est-à-dire que peut-être que tu combats à 70 kilos, peut-être que jusqu'à 76, 77, peut-être que c'est bien, mais peut-être qu'à 80, c'était trop lourd, t'as perdu trop de poids, t'es en surpoids le jour du combat, du coup, tu consommes plus d'énergie qu'il n'en faut. Et donc peut-être que c'est pas optimal. Enfin, c'est pas peut-être, c'est sûr qu'il y a un chiffre qui est optimal, et puis à passer ce chiffre, c'est maximal sans être optimal. Donc et donc des combattants, par exemple, aujourd'hui, qui, Rafael Dos Anjos ou des gars qui combattent pas leur poids de forme, mais tu vois, qui s'en rapprochent. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu conseillerais alors qu'ils vont rendre peut-être une dizaine de kilos à leurs adversaires?
Ça dépend du profil. Si on est sur, encore une fois, d'où nous viennent cette culture du cutting, ça nous vient des sports de préhension. Parce que dans un sport de préhension, la lutte, le judo, etc., la force, c'est quelque chose qui est très important. Et le poids et la force, c'est deux choses qui vont de pair. Si on regarde dans les sports de percussion, il n'y a pas une grosse culture du cutting. Pas du tout. J'ai travaillé longtemps avec l'équipe de France de karaté. Voilà, il n'y a aucune culture du cutting. Il y avait l'équipe de France de boxe française au Krebs, pareil. Aucune culture du cutting. Donc, dans un sport de percussion, c'est beaucoup moins important. Si on est un gros grappleur qu'on mise sur la force physique, ok. Le regret que je pourrais avoir, c'est que parfois ça se fait en dépit d'une bonne préparation physique. Parce que ça se trouve, cet avantage-là, il aurait pu. C'est-à-dire que moi, ce que je dis à mes combattants, c'est ça. Tu penses qu'il y en a certains qui compensent. Qui compensent. Et ce que je dis à mes combattants, c'est attention. Parce que tu t'entraînes, tu fais ta préparation physique, qui est planifiée, les charges, etc. Mais le jour du combat, t'arrives et t'es déshydraté, ou t'as fait une reconstitution qui était pas optimale, ou t'as fait un régime qui était pas bon. Bah, tu viens de perdre tout l'avantage que t'as gagné de 8 semaines d'entraînement. Donc c'est dommage, parce que 8 semaines, on a obtenu, je sais pas, plus 5% en termes de force maximale, mais tu l'as perdu avec juste tes 2% de déshydratation. Donc attention au poids. Mais c'est dur, parce que c'est pas dans notre culture. La culture du combattant, c'est je fais le régime pour le combat, je mange beaucoup après le combat, et donc faut lutter contre ce rebond après combat. C'est ça qui est dur. Pour réussir à maintenir à chaque fois. Pour réussir à maintenir. Et puis le discours aussi, c'est quand on est à l'entraînement. On est à l'entraînement, les 66, les 61, les 70, les 77, on tourne tous ensemble. La vraie différence, elle se fait sur quoi? Elle se fait sur le niveau technique. Donc le poids, bien sûr, mais le technico-tactique, c'est ce qui prend l'ascendant. C'est-à-dire que quand on regarde un match-up, aujourd'hui, je reprends l'exemple de Damien, un mec comme Damien, on peut le matcher à 70, à 66 ou à 77, selon l'adversaire. Il va falloir regarder quel type d'adversaire on a en face. Oui, forcément. Ça évoluera. Et Tom Duquesnoy me disait que lui, donc, maintenant qu'il est retraité, en a eu marre de, justement, quand c'était tout ce processus de régime, il disait ce qui est compliqué, c'est qu'on se rapproche de l'échéance donc, qui est là. Notre poids et finalement tous nos apports baissent petit à petit pour justement se retrouver au poids, mais niveau par contre performance, on est obligé d'être toujours plus haut. Et il disait que pour lui c'était vraiment ça le plus difficile. Est-ce que pour toi c'est aussi le plus compliqué de réussir à faire en sorte que, ok, il fait son régime, ensuite t'as tout ça, mais il faut que le jour du combat il soit à son top? Non, honnêtement c'est pas pour moi, c'est pas la partie la plus compliquée. C'est-à-dire qu'il y a des erreurs classiques que tout le monde fait quand on parle de régime, de cutting, etc. Il y a des erreurs classiques qu'on fait beaucoup dans les sports de combat. L'erreur la plus classique, c'est couper les glucides trop tôt. Donc, ce qui se passe, c'est que les mecs ne faites pas ça. Donc, les mecs, ils sont, 3-4 semaines du combat, puis ils se rendent compte qu'ils sont un peu trop lourds, et donc ils se disent, faut que j'arrête le sucre, faut que j'arrête les glucides. Donc, soudainement, ils se disent, ok, je mange plus du tout de féculents. Ça, c'est le réflexe. Donc, ce qui se passe, c'est qu'avec chaque gramme de glycogène, donc le glycogène, c'est les glucides qui sont stockés dans le muscle, ok? Le sucre qui est stocké dans le muscle, on appelle ça le glycogène. Et chaque gramme de glycogène, il peut retenir 3 à 4 grammes d'eau. Et ce qui se passe, c'est que quand je coupe, donc on a à peu près 1% de son poids de corps en termes de glycogène. Je suis à 70 kilos, c'est un peu moins que ça, mais j'ai à peu près 700 grammes de glycogène. Donc demain, j'arrête de manger du sucre, je continue à m'entraîner. Au bout de 2-3 jours, mes réserves de glycogène, elles sont vidées. On rajoute l'eau qui est en moins. J'ai perdu 3 kilos en 2 jours. Et c'est ce qui se passe, c'est l'effet des régimes. Donc le mec, il a perdu 3 kilos en 2 jours. Super, il est super content. Tu vois, j'ai perdu 3 kilos en 2 jours, ok, c'est super. Sauf que qu'est-ce qui se passe ensuite? Baisse de motivation. Parce que, premièrement, baisse d'énergie. Baisse de récupération. Parce que les glucides, c'est extrêmement anabolique, c'est extrêmement bien pour l'humeur, pour la récupération, etc. Donc c'est super important. Donc là, j'ai plus de glucides, c'est la source d'énergie du travail à haute intensité de ce qu'on fait en MMA. Donc ce qui se passe, c'est que j'ai plus ça. Je me réveille le matin, j'ai pas récupéré. Et je vais à l'entraînement, je suis plus capable de produire ce que je produisais. C'est-à-dire, je vais moins vite, je suis moins fort. Et donc, on a la sensation dont tu me parles, que certainement Tom a eu, je suis à l'entraînement et je me sens plus faible, mais on me demande plus parce qu'on arrive proche du combat. Et donc, on a deux choses qui sont contraires. Faut pas couper les glucides.
Est-ce que tu penses que ce processus-là peut être plaisant? Parce que chaque fois, quand on regarde les photos, tu vois, il va pas être plaisant, il peut être optimisé. D'accord. Moi, une remarque que j'ai souvent avec les athlètes avec lesquels je travaille, c'est j'ai encore tout ça à manger, j'ai encore tout ça. Ah oui. Et nous, la façon dont on procède, c'est que effectivement, pendant le camp d'entraînement, tu as de l'énergie parce que tu en as besoin. Et je préfère que tu aies de l'énergie, que tu dépenses de l'énergie, plutôt que tu n'aies pas d'énergie, tu dépenses pas d'énergie, tu t'entraînes pas, tu t'entraînes mal, etc. Donc tu as de l'énergie, tu as des calories, tu as des féculents, tu as des glucides, etc. Et ensuite, la dernière semaine, qui est une semaine de récupération, qui est une semaine d'affûtage, où il n'y a plus beaucoup d'entraînement, il y a peu d'entraînement et c'est de l'entraînement à haute intensité. Cette semaine-là, on coupe les glucides, mais parce qu'on n'en a plus besoin. Et donc, au final, c'est une semaine, la dernière semaine, elle est dure, parce que tu manges pas beaucoup, mais tu as une semaine comme ça. Au lieu d'avoir 5-6 semaines de camp d'entraînement qui étaient extrêmement durs, où tu as eu des mauvaises performances. Là, tu as la dernière semaine qui est effectivement dure. Mais tout le reste qui était avant, voilà quoi, ça va. Tu mangeais tous les jours et ton poids, et tu perdais du poids, ce qui est plaisant, parce que quand tu manges pas et que tu perds pas de poids, c'est extrêmement frustrant, et qu'en plus tes performances, elles sont pas bonnes. Donc voilà, je crois que c'est la clé. Je dirais que c'est pas aujourd'hui le delta. En tout cas, il doit pas se faire là-dessus. Si le delta il se fait sur la nutrition, c'est que il y a un vrai problème sur la stratégie nutritionnelle. Je dirais que le delta aujourd'hui, il doit se faire sur l'aspect de préparation technico-tactique ou sur l'aspect préparation mentale du combattant. Mais sur l'aspect nutritionnel et préparation physique, c'est des choses qui doivent être résolues. Et surtout que ça va de pair avec le reste de toute façon. Ça va de pair avec le reste. Et jusqu'à maintenant, est-ce que tu as eu 1 ou 2 challenges où tu t'es dit ça pouvait mal partir justement à ce niveau-là, où il te disait faut que je combatte en bantam dans 2 semaines et tu fais et t'as réussi? Oui, on a eu des cas. On a eu des cas où on se dit je sais pas comment tu vas le faire, ou je sais pas dans quel état tu vas le faire. C'est pas ce qu'on veut. C'est quand on a pris du retard, parce qu'il y a une erreur, ou alors parce qu'on a un short notice et on prend quand même le short notice et le poids il descend pas comme on voulait et ça arrive. Mais c'est pas ce qu'on veut. Dans l'idéal, ce qu'on veut, c'est ok, on t'a pris ce fight à ce poids-là, le poids il va descendre comme ça, on va arriver la semaine du combat, on va faire le cutting comme il faut, la récupération va se faire comme il faut, c'est ce qu'on veut. Et par contre, ce qu'on constate, c'est il y a des combattants qui sont plus ou moins à l'aise sur la perte d'eau. Ok. Et on sait que toi t'es pas à l'aise sur la perte d'eau, on va faire plus de régime, moins de cutting. Toi t'es très à l'aise sur la perte d'eau, on va faire plus de cutting, moins de régime. Donc, qu'est-ce qui peut justement jouer là-dessus sur quand tu dis que la perte de poids se passe bien ou pas? C'est plein de facteurs. On parlait de formation tout à l'heure. En réalité, il y a une formation qui se fait avec les combattants. Aujourd'hui, un mec comme Nassourdine, c'est le spécialiste du 0 calorie. C'est-à-dire que Nassourdine, aujourd'hui, tu discutes avec lui, il connaît tous les produits 0 calories du monde. Il peut te faire des crêpes 0 calories, il peut te faire une tartine Nutella. C'est incroyable ce qu'il fait. Il connaît tous les produits, les sirops 0 calories, etc., etc. C'est-à-dire que, et c'est là où je dis que la transmission du savoir, elle n'est pas que verticale, elle est aussi horizontale. C'est-à-dire que Nassourdine va m'apprendre j'ai testé ce truc dans ce régime. Je connaissais pas. Et voilà. Et donc on peut revenir dessus. Et donc moi je peux dire à quelqu'un d'autre, tiens, Nassour il utilisait ça, tu peux aussi utiliser ça. Et c'est ça qui fait notre force en réalité. C'est le fait que, ok, déjà on travaille toujours avec les mêmes gens, on a des process qu'on met en place, c'est pas on réinvente pas la roue à chaque fois. Par contre on essaie de la modifier un petit peu. Ok, j'ai vu que ça marche. Sur toi, ça marche très bien. Sur toi, ça marche un petit peu moins bien. Et donc, moi, je me décharge de travail en éduquant, entre guillemets, les combattants. Le but, c'est que je sois là pour rassurer, pour guider, pour aiguiller, mais qu'au final, j'ai des combattants aujourd'hui. Pico, aujourd'hui, il est capable de prendre un cutting en main. Ouais, d'accord. Parce qu'il l'a tellement fait, il a tellement vécu, il a tellement aidé que il est capable aujourd'hui de dire ok, on peut le faire. Moi, quand je te disais les facteurs, c'était, on va dire, tout est optimisé de ton côté. Le combattant aussi, c'est tout. Mais d'un combat à l'autre,
va y avoir des difficultés. Et qu'est-ce qu'il peut y avoir en particulier, tu vois, qui va faire Tu parles sur la nutrition ou sur c'est sur la nutrition surtout. Par exemple, tu vois, quand t'as des combattants qui disent, bah là, j'ai eu un très mauvais cutting, ça a été hyper dur. Quand les gars, mais par exemple, les mecs vont être à l'UFC ou à très très haut niveau, tu te dis, normalement, tout est cadré. Ce qu'on peut avoir parfois, c'est un mec qui prend de l'âge et qui prend de la masse musculaire au fur et à mesure. Oui, mais effectivement, on dit qu'à chaque fois, avec les années... Il est sur un bon programme de préparation physique. Au fur et à mesure du temps, il prend du poids, il prend de la masse musculaire. Et donc, là où son poids de forme, il y a 2 ans, c'était 76 kilos. Il y a 1 an, c'était plutôt 78. Et aujourd'hui, c'est plutôt 79-80. Ok. Et donc... Et ça n'a rien à voir avec l'âge. Quand tu dis ça, c'est parce que tu prends naturellement de la masse musculaire ou c'est juste parce qu'il est plus âgé? Il y a son programme de préparation physique. Okay. Il y a le fait qu'après les combats, il se goinfre un petit peu, donc il est en régime hypercalorique et donc ça favorise la construction musculaire. Et puis, il y a le fait qu'avant, il n'a jamais fait de préparation physique. Et là, ça fait 2-3 ans qu'il fait de la préparation physique 2 fois par semaine, etc. Et donc, il y a un moment où le mec, il a pris de la masse musculaire. Parfois, il n'avait pas atteint. On a pas mal de mecs qui commencent jeunes chez nous. Donc, ils font leur premier combat pro à 20, 21, 22. Bah, c'est sûr, quand ils arrivent à 25, 26, la masse musculaire est un petit peu plus élevée. Et donc, la perte de poids devient un petit peu plus difficile. Donc, faut s'y prendre plus longtemps à l'avance. Ouais. Et forcément, voilà. Et forcément, c'est un petit peu plus dur. Et pour l'instant, quel a été, toi, ton record en termes de weight cutting, on va dire? De weight cutting ou de régime? Là, on a un beau truc là qui vient d'être fait. Régime. Allez, vas-y. J'aime pas trop le terme record. Pas record, mais c'est quand même une perte. Là, on a un truc super. C'est super qui vient d'être fait. On a Laetitia qui a fait des grosses performances en Muay Thai, etc. Et puis qui a eu 2 enfants, donc qui a arrêté pendant un moment et qui a souhaité faire son retour à la compétition. Et donc, il me semble qu'on a commencé ensemble fin octobre, juste après les championnats du monde de MMA amateur. On a commencé ensemble, ou juste avant, donc fin octobre. Et elle a perdu 30 kilos pour son fight là, qui a malheureusement été annulé la veille du combat, mais elle était au poids. Terrible. Elle a été là-bas, elle était au poids, etc. Et donc, il y a eu un delta de 30 kilos. Donc ça, c'est beau. D'octobre à février, quoi. Octobre à février. Et c'est beau, c'est super pour elle, super pour l'aventure. Et c'est beau parce que voilà, c'est une maman de 2 enfants qui s'est lancée dans un défi. Et c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, ce contrat, ce défi, c'est ça qui est motivant. De dire je vais recombattre et qui est venue 1 fois par semaine à la salle faire sa préparation physique, qui a suivi le régime alimentaire, etc. et qui s'est retrouvée dans un poids et qui m'a dit waouh quoi, ça fait des années que je me suis pas vu comme ça quoi. Et ça c'est kiffant. Ouais, ça fait partie des trucs sympas. Et ça c'est le travail de @smartfight.fr sur Instagram. Et justement, sur son compte Instagram, il y a aussi quelque chose, vous pouvez le voir, c'est dans les highlights, donc dans les stories, c'est sur le fameux documentaire Game Changer qui a été diffusé sur Netflix. C'est vrai. Où donc c'était pas du tout une guerre contre le documentaire, mais si toi t'aimes bien juste, on va dire, rétablir des vérités et pas faire de tout simplement la promotion de telle ou telle chose juste pour, entre guillemets, soit le buzz ou pour suivre les mouvances. Exactement. Tout simplement. Et quand toi tu vois des choses comme ça, est-ce que c'est aujourd'hui, tu te dis, ça devient un problème, le fait qu'il y ait, on va dire, telle ou telle manière qui devienne un peu l'étalon or pour le sport ou pour les sportifs, de dire maintenant faut dire non à la viande, le dogme, non à ça, exactement. Le dogme, c'est ce qui fait vendre, donc c'est pas nouveau. On ressort un dogme, le régime cétogène, le sans fat, le sans donc sans graisse, le sans sucre, le sans etc. Donc le dogme, c'est ce qui fait vendre. Quand je dis ma méthode, ça veut dire j'ai pris un dogme, j'ai choisi un dogme et c'est facile. C'est ce qui fait vendre aussi parce que c'est facile. Je dis, si tu élimines tel aliment de ton alimentation, à partir de ce moment-là, tout va changer chez toi, tu vas être en bonne santé, tu vas faire des bonnes performances, etc. C'est une solution simple, donc c'est normal que ça fasse vendre. Moi, je voulais pas faire de vidéo sur le Game Changer. Mais j'ai eu tellement de demandes. C'est-à-dire que quand le documentaire est sorti, mon portable il vibrait. Mais parce que les gens t'ont dit quoi? C'était déjà au début c'était faut que tu regardes ça. Ok, d'accord. Donc faut que tu regardes. Et puis après j'ai eu donc faut que tu regardes, ça c'était le début. Tu vas voir, ça va te changer ta vision des choses, etc. Et puis après j'ai eu des questions. Nico, qu'est-ce que t'en penses? J'ai eu des questions, j'ai
J'ai eu des gens qui étaient en difficulté aussi, qui me disaient là j'essaye d'arrêter la viande parce que j'ai vu le reportage, mais j'y arrive pas. Est-ce que vraiment je dois le faire, etc. Et à un moment, au lieu de répondre de manière individuelle à chacune de ces personnes, je me suis dit ok, quel est le problème principal auquel et comment je vais gagner un peu de temps aussi et comment je vais gagner du temps et comment je vais aider un maximum de monde. C'était vraiment ça l'idée. Donc j'ai fait cette vidéo, pas pour dire une alimentation à base de plantes, c'est pas bien. Au contraire, c'est génial. De rajouter des légumes et des plantes dans son alimentation, c'est fabuleux. Mais par contre, si on enlève la viande pour des raisons éthiques, si c'est un choix personnel pour des raisons éthiques, il n'y a pas de souci. C'est un choix personnel, c'est une conviction personnelle. Par contre, à partir du moment où on dit l'influence de la viande sur la performance, c'est ça, et c'est faux, on est obligé de rectifier la vérité. À partir du moment où on dit on ne peut pas être performant c'est faux. Et il y a un moment, il faut juste donner c'est très très bien fait le documentaire. C'est une propagande énorme, c'est super bien fait. Et c'est juste, il faut. Je ne voulais pas utiliser ce mot. C'est une propagande énorme. Non mais en plus, si on s'intéresse un petit peu aux protagonistes, ils ont des billes très clairement dans le marché vegan, dans le marché. Ils ont des grosses billes là-dedans, donc ils ont des produits à vendre. C'est un produit qu'ils vendent. Le film, c'est lui-même un produit. Donc c'est extrêmement orienté. Il y a des moments, c'est fabuleux. Hein, si on s'intéresse un petit peu à la rhétorique du reportage, il y a un moment, il y a un scientifique qui est sur le terrain et il dit on a toujours dit que les protéines c'était le cœur de la performance sportive, mais c'est pas les protéines, c'est les glucides. Et en fait, il affirme quelque chose que personne n'a jamais dit. C'est-à-dire que personne dans la communauté scientifique ne dit les protéines sont la source d'énergie de la performance. Personne ne dit ça. Et donc prendre un argument que personne n'a donné pour dire il est faux, c'est un procédé rhétorique qui est assez fort. Donc voilà, j'ai fait cette vidéo encore une fois pas pour critiquer les gens qui ont fait ce choix d'être vegan ou d'être végétarien. C'est des gens qui sont en extrêmement bonne santé, ces gens-là. Donc c'est super. Pour toi, c'est un challenge supplémentaire quand on est vegan ou végétarien et qu'on veut faire du sport de haut niveau? C'est pas un challenge supplémentaire. Ça demande une connaissance plus précise. C'est-à-dire que ça va être plus simple pour le commun des mortels de manger des protéines animales et d'être performant. C'est pas que c'est pas possible sans protéines animales, c'est possible largement, mais ça demande plus de connaissances sur le sujet. Et donc, il faut se renseigner, il faut s'aiguiller, il faut aller voir peut-être des spécialistes qui sont athlètes et véganes ou végétariens, etc., etc. Mais pour toi, oui, tu vas pas avoir, je sais pas moi, un gain de performance. Par exemple, quand on voyait, c'était Nate Diaz qui, lui, justement, a été vers ça, mais a dit, je me sens mieux aujourd'hui. Et puis son grand frère Nick aussi, je crois qu'il mange quasiment plus de viande non plus. C'est ce qu'on appelle dans la recherche scientifique, on appelle ça de l'anecdotisme. C'est-à-dire, je me sens mieux parce que ça c'est bien, c'est le plus petit niveau de preuve, l'anecdotisme. Pour toi, oui, c'est des cas isolés, en fait. C'est l'anecdotisme, je me sens. Ok. Maintenant, on peut faire un peu mieux que ça. On peut faire des tests. Est-ce que tu te sens mieux ou est-ce que t'es mieux? Ça, c'est un petit peu mieux. Et puis après, on peut faire des tests pas sur une ou deux personnes, sur 100 personnes, 1000 personnes, 1 million de personnes. Puis après, on réunit tous ces tests et on dit, ok, globalement, là, par exemple, globalement dans le haut niveau, on est dans un milieu qui est extrêmement concurrentiel, le sport de haut niveau. Soyons sérieux une demi-seconde. Si on parlait tout à l'heure de règles et de prendre des avantages par rapport aux règles. Si demain, dans le sport de haut niveau, arrêter de manger de la viande permet de gagner un avantage concurrentiel sans précédent, comme on le voit dans le documentaire, dans le docu-fiction. Si ça permet de gagner un avantage tel que celui-ci, tous les athlètes de haut niveau vont le faire. C'est-à-dire que il y a aucun athlète de haut niveau qui va pas passer soudainement à ce type de régime alimentaire. Et en sens quelqu'un, par exemple, moi j'ai le plaisir d'être accompagné par Smart Fight, dans ma carrière sportive. Est-ce que toi tu peux conseiller ça à quelqu'un, tu vois, de dire tu arrêtes la viande parce que il est suivi par toi et que tu as toutes les connaissances. C'était plus dans ce sens-là, tu vois. Bien sûr. OK. Après là si on parle de cas concrets, moi, sur cette partie-là, parce que moi-même, je suis pas végétarien, je suis pas vegan, et que je connais des athlètes qui sont spécialisés là-dedans et qui sont très forts là-dedans, je pense qu'il faut connaître les limites de ses compétences. Oui, c'est ça. Et à l'heure actuelle, je préférerais orienter quelqu'un vers un athlète qui est spécialisé là-dedans, plutôt que moi le conseiller sans avoir jamais... C'est-à-dire que le cutting, c'est quelque chose que j'ai vécu à de multiples reprises. Je sais ce que c'est.
Toute la préparation physique du combattant, je l'ai entièrement vécu. Quand je donne une méthode de travail à un combattant, je suis passé par là, je l'ai fait. Je suis rentré dans une cage. C'est des choses que j'ai vécues. Le véganisme, c'est pas quelque chose que j'ai vécu. Donc à la limite, c'est pas que je pourrais pas le faire, mais aujourd'hui, je préfère aiguiller vers quelqu'un qui est super compétent là-dedans. Et a raison. Voilà. Je pense que c'est mieux. Complètement. Et donc, le véganisme, tout ça, qui font partie des tendances. Et il y a aussi le jeûne intermittent. Il y a aussi le jeûne intermittent. Voilà. Mais non, mais là, on entend... Et que penses-tu du jeûne intermittent? Mais c'est fabuleux. Mais non, mais le jeûne... ça permet aux gens, tu vois, là, ils vont voir tout ça, ils vont dire, ah, effectivement. Ouais, voilà. Ok. Alors, le jeûne intermittent, c'est quoi? C'est une contrainte de timing. C'est-à-dire, je dis, de manière... Alors, il y a plusieurs jeûnes intermittents, mais de manière arbitraire, je décide de manger que à partir de telle heure dans la journée, ou voilà. Jusqu'à telle heure. De telle heure à telle heure, voilà. Donc, je réunis mes calories dans une certaine... Si... on peut déjà dire que la plupart d'entre nous, on fait un jeûne intermittent. C'est-à-dire que la nuit, quand on dort, il y a une partie de notre journée où on mange pas. Ouais. Donc, on fait un jeûne intermittent. Ok. Au-delà de ça, quels sont les bénéfices du jeûne intermittent? Pour l'instant, de ce qui se dit, c'est vraiment, on va dire, manger un petit peu plus tard pour le premier repas et un peu plus tôt pour le dernier repas. Enfin, il y a ça. Il y a plusieurs formules. Il y a plusieurs formules. Il y a je mange à partir de telle heure. Il y a je mange qu'un seul repas. Il y a plusieurs formules. Ce qu'on constate, c'est que pour quelqu'un qui veut perdre du poids, qui est pas dans la recherche de performance sportive, qui veut perdre du poids et qui a du mal à contrôler son appétit, ça peut être un outil qui peut lui servir à quelque chose. Parce que il y a une restriction et il peut manger qu'une seule fois dans la journée. Donc il va éviter le grignotage, etc. Donc c'est une règle qui va lui permettre peut-être de un peu mieux contrôler son appétit. À partir du moment où on parle de performance sportive et donc de résultats, on parlait de protéines tout à l'heure. La protéine, c'est en permanence, le corps il a besoin de protéines. La protéine, c'est le bloc de construction du corps. Si j'ai fait un exercice avec mon biceps et que donc au niveau de mon biceps, j'ai besoin de protéines pour reformer le biceps, pour construire plus de muscles au niveau du biceps. Et que dans mon sang, il n'y a pas d'acides aminés. Les acides aminés, c'est ce qui forme les protéines. Dans mon sang, il n'y en a pas parce que j'ai pas mangé depuis un certain temps. Qu'est-ce qui se passe? Le corps, il va aller chercher dans les stocks de protéines. Mais il n'y a pas de stock de protéines dans le corps. Le seul stock de protéines qu'il y a, c'est ton muscle. Donc, il a besoin de protéines. Il a besoin de construire quelque chose ici. Mais il n'y a pas ici. Rien du tout. Donc, il va aller chercher dans ta cuisse, par exemple, les protéines ici pour construire au niveau du biceps. Il va aller détruire ce mur pour construire ce mur-là. Et donc, dès qu'on parle de performance sportive, ce qui est recommandé, c'est d'avoir un apport protéique plus ou moins constant. C'est-à-dire qu'on va diviser. En général, on recommande 2 grammes par kilogramme de poids de corps. Je fais 70 kilos, 140 grammes de protéines dans la journée. Ok. Ces 140 grammes, ce qu'on va conseiller, c'est de les diviser par le nombre de repas qu'on a dans la journée. Si j'ai 3, si j'ai 4 repas, on va diviser ces 140 grammes par le nombre de repas, de manière à avoir un apport relativement constant. Si on regarde les études sur le timing, ce critère-là, on appelle ça le timing, ce qu'on constate, c'est qu'à partir du moment où on est entre 3 et 6 repas dans la journée, on ne peut pas distinguer les résultats. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de dire est-ce que 4 repas c'est mieux que 5 repas, que 3 repas, on ne sait pas trop. En dessous de 3 repas, on perd un petit peu en termes de muscles, etc. Au-dessus de 6 repas, après c'est des questions de temps, d'organisation, etc. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est important avec les protéines. Quand on parle de protéines, on pense au mec qui est musclé sur les boîtes de protéines, avec son biceps, sa grosse veine qui sort, la boîte rouge, c'est à ça qu'on pense. Maintenant, il faut penser Smart Fight. Non, ce qu'il faut comprendre, c'est que les protéines, c'est pas que ça. Les cheveux, en permanence, c'est de la protéine. La peau, c'est de la protéine. Les grands brûlés, on les met sur des régimes hyper protéiques pour qu'ils cicatrisent plus rapidement. Les tendons, les ligaments, qui sont des structures qui sont abîmées par l'entraînement et qui doivent récupérer, c'est aussi des protéines. Et donc, par exemple, on a les femmes souvent qui achètent des crèmes pour les problèmes de peau, des choses comme ça. Parfois, juste l'apport protéique qui est pas suffisant, remettre un apport protéique suffisant permettrait de résoudre bon nombre de problèmes. Les cheveux, la peau, les tendons, les ligaments, les tendinites qu'on a.
Tendinite, c'est pendant longtemps on a répété un mouvement, on a endommagé le tendon, et au moment où on le sent, c'est déjà trop tard, il est très endommagé. Au lieu de passer par ce process-là, ce qu'on aurait pu faire en fait, c'est avoir un régime protéique adéquat, et en fait réparer le tendon au fur et à mesure du temps pour éviter qu'un jour il soit trop endommagé et qu'à ce moment-là on commence à sentir la douleur. Et donc finalement, le fin mot de l'histoire, alors sur sur le jeûne intermittent, c'est un outil comme un autre. Mais que toi, tu le pourrais utiliser. En fait, c'est à chaque fois, c'est surtout toi, est-ce que tu pourrais l'utiliser pour l'un de tes athlètes? Non, voilà. Pas pour mes athlètes. Après, attention, je ne veux pas être dogmatique. C'est-à-dire que si j'ai un athlète qui, Mehdi, c'était quelqu'un qui mangeait plutôt une fois par jour. C'est à moi de m'adapter à l'athlète. C'est-à-dire que c'est pas moi, je ne suis pas un dictateur. C'est pas moi qui arrive. Bon, Mehdi, là tu mangeais une fois par jour, c'est nul. À partir de maintenant, tu vas manger 6 fois par jour. Je peux pas faire ça. Donc, je dois m'adapter à lui. Et je dois le conseiller aussi, je dois l'éduquer aussi. Je dois lui dire, écoute, ce qui serait mieux, c'est que tu manges 2 à 3 fois par jour. Aujourd'hui, Mehdi, il mange 2 à 3 fois par jour. Et donc, c'est mieux qu'avant. Quand il mangeait une fois, je m'adaptais à une fois. Aujourd'hui, il est à 2 à 3 fois. C'est mieux, j'en suis content et on va vers ça. Maintenant, c'est à moi de l'éduquer. On doit éduquer nos athlètes. On doit faire transmettre le savoir. Donc je peux pas lui dire, oui c'est magique, le jeûne intermittent c'est le mieux. Je suis obligé de lui dire non, c'est pas optimal. Maintenant, si toi c'est ton système de vie, on va s'adapter à ça. Sache que si un jour tu veux monter encore d'un niveau en termes de performance, on peut faire mieux que ça. Je pense qu'on a fait le tour et que c'était très exhaustif, mon cher Smart. Question, Smart Fight. Pourquoi ce choix? Oui, non mais c'est vrai, parce que ça c'est surtout ça. Smart Est-ce que tu as déposé au moins le nom de domaine smartfight.fr? Est-ce que le nom est déposé? Il est déposé. Smart Fight, bon, l'idée c'était de dire le combat intelligent, quoi. C'était de réunir le côté science, le côté réflexion, le côté on prend du recul sur la performance et notamment la performance dans les sports de combat. Et en même temps, c'est du combat quand même, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Nicolas. Merci beaucoup. Soit.